à tous, bienvenue pour ceux qui assistent à leur première conférence et pour les autres, désolé pour la redite. Donc moi je travaille pour le magazine Les 4 Saisons qui est édité par Terre Vivante. Donc Terre Vivante c'est une maison d'édition et aussi un centre d'écologie qui est à Mins dans le Trièves pour ceux qui sont peut-être déjà venus nous voir et pour les autres au plaisir de vous croiser là-haut. Donc nous participons chaque année au Festival de l'Albinque avec des auteurs Terre Vivante qui viennent présenter leur dernier livre et développer un peu plus longuement le propos. Donc aujourd'hui, on accueille Émilie Pouillot-Ferrand. Donc elle est journaliste de formation, s'intéresse particulièrement à la couture, mais aussi à d'autres thématiques liées à l'environnement. Et concernant la couture, elle s'est posé les questions que l'on se pose parfois. D'où vient l'habit que je porte, l'habit que je trouve dans ce magasin, comment a-t-il été fait, combien de kilomètres a-t-il fait pour venir jusqu'ici. Enfin, les questions sont nombreuses. On s'en pose souvent en tant que mère de famille, parce qu'on a aussi des contraintes, des questions, des ados qui ont peut-être envie d'avoir tel ou tel vêtement à la mode, mais quels sont les impacts derrière ? Et puis, voilà, ça pose des questions parfois sur le nombre de kilomètres que fait un habit avant d'arriver sur notre dos. Aura-t-il une deuxième vie derrière ? Donc, c'est toutes ces questions sur lesquelles s'est penchée Émilie. Et puis, elle a aussi creusé la question des labels auxquels on peut faire confiance. Et je pense qu'il y avait une question importante aussi, dont on a parlé entre nous, c'était comment agir sans culpabiliser. C'est une question qu'on s'est posée dans la précédente conférence. Parce que, c'est parfois difficile, on est confronté à des contraintes. Donc, elle va nous expliquer tout ça et puis nous guider vers la sobriété vestimentaire. Donc, bonjour et merci d'assister à cette conférence sur le textile éthique. Je vais d'abord commencer par me présenter. Donc, moi, j'ai grandi dans une famille d'artisans. Mon grand-père était relieur d'art et ma grand-mère était peintre et elle avait été petite main chez Chanel. Moi, j'ai fait des études de lettres modernes et après une spécialisation en journalisme. J'ai travaillé pendant presque 15 ans dans la presse outdoor à Grenoble. Je suis native de Grenoble. Et en 2015, mon mari, qui s'était reconverti dans les énergies renouvelables, a trouvé du travail dans les Hautes-Alpes. Donc, on a quitté l'Isère. Et j'ai changé de métier, au pluriel cette fois. Aujourd'hui, je suis donc autrice. Je suis responsable éditoriale pour une plateforme web et je suis aussi styliste modéliste, donc je crée des patrons femmes et j'enseigne la couture à Gap. Je tiens à en parler parce que c'est un statut qu'on ne connaît pas beaucoup. Je suis entrepreneur salarié dans une coopérative d'activité et d'emploi, une CAE. C'est un statut qui est assez peu connu. Ça nous permet d'être entrepreneur et salarié de la coopérative, avec le chômage, la sécurité sociale, et c'est mon chiffre d'affaires qui génère mon salaire. Donc c'est un statut de l'économie sociale et solidaire et c'est une forme d'entrepreneuriat encadré et qui est très intéressante quand on habite comme moi dans un département peu peuplé, assez isolé. Donc l'idée de ce livre, elle a germé pendant, comme beaucoup d'entre nous j'imagine, on s'est posé beaucoup de questions pendant le confinement, le premier. Et j'ai été frappée, à tous les sens du terme, par le regain d'intérêt des gens pour la couture, à commencer par mes voisins qui tout d'un coup se souvenaient que je savais coudre et venaient me demander des masques, etc. Et ça m'a un petit peu agacée parce que ça a longtemps été un loisir réservé souvent aux femmes, qu'on considérait comme tel. Et on ne voyait plus trop l'intérêt de ce savoir-faire et tout d'un coup, on est devenu indispensable. Dans le même temps, les usines du monde étaient à l'arrêt, l'Asie était fermée, il n'y avait plus d'importation non plus. Et on s'est vraiment posé la question de l'importation des matières premières. Un autre point qui m'a beaucoup fait réfléchir pendant cette période-là et qui était déjà une grande préoccupation, c'est selon certains scientifiques, l'impact de notre mode de vie sur les écosystèmes et sur la biodiversité. J'ai donc essayé de canaliser cette colère et ces réflexions par l'écriture d'un premier livre blanc que j'ai mis à disposition sur mon site internet
Et en fait, un ami éditeur chez Gallimard m'a dit « Mais Émilie, il faut en faire un livre ». Donc par le biais d'une autre amie qui écrit des livres de cuisine chez Terre Vivante que vous connaissez peut-être, Cléa, j'ai proposé mon manuscrit à Brigitte Michaud, la responsable éditoriale. Et voilà, aujourd'hui, ce livre est paru au printemps. Je suis très heureuse de pouvoir en parler avec vous et je vous remercie de vous intéresser à cette problématique qui pour l'instant a été assez peu prise en main tant par les médias que par les consommateurs. Et c'est pourtant un enjeu majeur dans la lutte contre le dérèglement climatique, en tout cas cette industrie textile. Et je voulais vous dire que quel que soit votre niveau de connaissance aujourd'hui, l'important c'est de s'intéresser à la problématique. Parce que souvent, l'action, c'est le premier pas déjà vers une lutte qu'on peut ressentir contre l'éco-anxiété qui peut tous nous saisir à un moment donné. Et puis, s'habiller, c'est comme se loger ou s'alimenter, ça fait partie des besoins primaires. Et je dirais encore plus sous nos latitudes où on ne peut pas vivre en tongs et en paréo toute l'année malgré l'été qu'on vient de connaître. En tant que journaliste, j'ai toujours besoin de comprendre et pour ça, je reviens toujours à la base. Donc, je vais d'abord vous parler de quoi sont faits les vêtements qu'on porte tous les jours. Alors, moi, j'habite à 850 mètres d'altitude, donc il fait froid. Dans les Hautes-Alpes, les gens vous diront qu'il fait beau 300 jours par an, mais ils oublient aussi de vous dire qu'il fait froid quand même. Et je m'intéressais déjà à ce que je mettais sur mon dos quand j'habitais à Grenoble, mais ça a été encore plus vrai en arrivant dans les Hautes-Alpes. On achète souvent un vêtement pour son style ou sa fonction. Est-ce qu'il est joli? À quoi il va me servir? Est-ce que c'est une veste de travail pour aller à l'usine? Est-ce que c'est un vêtement de cérémonie, etc. Mais on se pose assez peu la question des fibres qui composent ce vêtement. Je ne sais pas si parmi vous, beaucoup se posent la question quand vous allez acheter un vêtement, en quoi il est fabriqué. Alors que se questionner sur ce problème des fibres, c'est la première étape vers un changement d'habitude vestimentaire. Je vous donnerai peu de chiffres aujourd'hui parce que j'estime que c'est en partie un problème du message autour de l'industrie textile, c'est que parfois on leur fait dire un peu tout et n'importe quoi. Vous allez entendre des litres d'eau pour faire un t-shirt, des kilomètres parcourus pour un jean. Et je pense que parfois ces chiffres ils font un peu peur et ils figent la nécessité qu'on a d'agir. Mais je vais quand même vous en donner un ordre d'idée au début. Donc, c'est des chiffres qui sont publiés par Textile Exchange. C'est une association à but non lucratif internationale qui est composée à la fois de marques, donc de marques de mode et d'associations ils essayent de faire changer l'industrie textile de l'intérieur. Dans leur dernier rapport, donc ils le font tous les ans et ils concernent les fibres, ils appellent ça preferred fibers, et ils résument un petit peu les fibres principales qu'on trouve dans l'industrie textile aujourd'hui. Donc la répartition, c'est 62%, ce sont des fibres synthétiques, donc le polyester, etc. 30%, ce sont des fibres végétales, 6% artificielles et 2% animales. Donc pour simplifier, plus de la moitié de ce qu'on porte, vous et moi, c'est du pétrole, du plastique. La raison, alors principale, c'est parce que c'est une matière qui jusqu'ici était très disponible. On pourrait en parler des heures, c'est plus trop le cas. Mais c'est une matière qui est très facile à industrialiser, très facile à produire, donc qui répond à tous les enjeux aujourd'hui de l'industrie textile qui sont la surproduction et la surconsommation. Ces chiffres, ils sont parlants parce qu'ils résument à eux tout seuls les enjeux aujourd'hui de l'industrie textile. Donc je vous ai fait ce petit schéma qui est aussi dans le livre sous une forme un petit peu différente. Donc dans les fibres, on distingue les fibres naturelles et les fibres chimiques. Donc je vais d'abord vous parler des fibres chimiques qui se distinguent en deux catégories. Donc vous avez les fibres artificielles et les fibres synthétiques. Donc les fibres synthétiques, elles sont fabriquées à partir de pétrole, d'accord ? C'est du plastique. C'est des petites billes de pétrole polymérisées qui sont ensuite transformées en longs fils et ensuite tissées ou tricotées.
On trouve dans ces fibres synthétiques donc le polyester, le nylon, l'élastane qui donne l'élasticité aux vêtements, le lycra, l'acrylique, etc. On date l'apparition de ces fibres synthétiques approximativement en 1941 avec une fibre qui s'appelait le Terylène et qui a très rapidement été rachetée par l'entreprise Dupont de Nemours, voyant la manne financière qu'il y avait derrière. Ces fibres synthétiques, donc, comme je vous l'ai dit, elles sont très faciles à industrialiser. Elles permettent de produire des fibres très longues et très résistantes, c'est ce qu'on demande à un vêtement. Ce sont des fibres qui ont un bon pouvoir isolant. On a tous une polaire Quechua pour aller en montagne. C'est léger, c'est chaud. Elles supportent mal la chaleur, c'est du plastique, ça fond. Et elles ont la propriété de mal se teindre, contrairement à la soie, par exemple, ou à la laine. C'est vraiment les fibres synthétiques sont emblématiques du XXe siècle. C'est vraiment le symbole de la révolution industrielle, des fibres faciles à vivre, faciles à produire, disponibles en grande quantité. Avec elles, était vraiment né ce qu'on se considérait comme la mode moderne. Et voilà. La seconde catégorie, dans ces fibres dites chimiques, ce sont les fibres artificielles. Et là, ce sont des fibres qui sont produites à partir de pulpe végétale, donc du bois, de l'eucalyptus, du bambou, qui sont transformées avec des produits chimiques, vraiment très chimiques et très nocifs. La viscose, elle est fabriquée à partir de soude caustique et de disulfure de carbone. C'est une matière très volatile, très inflammable. Donc, c'est des usines où elles sont localisées qui sont très dangereuses à la fois pour les travailleurs, pour les gens qui habitent autour et pour tout l'écosystème environnemental. La viscose, elle est apparue à la fin du 19e siècle et elle a vraiment commencé à être industrialisée dans les années 20. Et ça a été vraiment, pareil, un renouveau. Imaginez, on a souvent vu les bas en nylon, tout ce genre de choses. C'était vraiment révolutionnaire. Aujourd'hui, on trouve des déclinaisons plus vertes à la viscose. Vous avez peut-être déjà vu des vêtements en tencel, en éco-véro. Alors, c'est beaucoup plus intéressant d'un point de vue environnemental parce que ça va être toujours un procédé chimique, mais avec des solvants qui vont être utilisés quasiment en circuit fermé, donc il y a très peu de rejet dans l'environnement. Ces nouvelles... je vous alerte juste sur une matière qu'on trouve souvent dans certains magasins, les petites lingettes en bambou. Le bambou, c'est de la viscose. C'est juste une viscose qui se veut un tout petit peu, qui s'est trouvé un petit filon pour avoir l'air verte, mais les lingettes en bambou et le bambou, c'est de la viscose. Donc, c'est pas du tout intéressant au point de vue environnemental. Si on vous en vend comme tel, c'est du greenwashing. On y reviendra. Alors, les fibres naturelles. Vous en portez tous, j'imagine. Il y a au moins, dans ce que vous portez, il y en a au moins un petit peu, c'est le coton. Donc, c'est vraiment une fibre qui est très intéressante, mais en même temps qui a aujourd'hui beaucoup de dérives. Donc, pour la présenter un petit peu, il lui faut entre 170 et 230 jours pour pousser entre le moment où on la sème et le moment où on la récolte, selon les endroits de la planète. Il lui faut un climat humide pendant la première phase de croissance de la plante. Et ensuite, il lui faut un climat sec jusqu'à la récolte. Donc, c'est un petit peu compliqué. Donc, la jolie petite capsule, elle s'appelle aussi la gousse. Elle est récoltée à la main ou à la machine, selon le type d'agriculture, biologique ou conventionnelle. Ensuite, elle est séchée, triée. Et puis, elle est ensuite égrenée, donc on sépare le blanc de tout le reste de la plante. Elle est compressée puis mise en balle et envoyée à la filature. Là, elle est démêlée. Ensuite, on la passe dans des cardes pour en faire des espèces de nappes qui sont ensuite découpées en fils. Et ensuite, ce fil, il est tissé ou tricoté. La matière obtenue, ensuite, elle est ennoblie. C'est pas fini. C'est-à-dire qu'elle est envoyée dans des usines d'ennoblissement pour prendre tous les motifs, les couleurs, les applications éventuellement de petits sequins ou ce genre de choses. On a beaucoup vu les enfants ces derniers temps avec des t-shirts à sequins, ça c'est de l'ennoblissement par exemple. Et ensuite, le tissu qui sort de l'ennoblissement est envoyé dans les usines de confection.
La fibre de coton, elle se mélange très bien à d'autres matières. C'est pour ça qu'on trouve souvent des vêtements en polycoton, polyester et coton mélangés. Elle est à la fois résistante et elle absorbe bien l'humidité. C'est un peu la star de nos placards. Ensuite, en matière naturelle un peu emblématique, je ne sais pas si vous savez ce que c'est un champ de lin. Voilà, donc c'est une jolie plante qui pousse principalement en Normandie notamment. Donc là, je vais vous parler du lin et du chanvre, qui sont des matières ancestrales. Le lin est daté, on les premières traces à moins 8000 avant Jésus-Christ. Avant tout, le linge de maison était en lin. C'est le lin qui a donné le nom de linge. Les voiles de bateau, tout ce qui était les cordages, les filets de pêche étaient en chanvre et on utilisait les toupes, donc c'est le résidu au moment de la coupe pour faire l'étanchéité des bateaux en bois. Le lin, on est un peu les champions du monde du lin en France parce qu'on produit, en tout cas en Europe, 85% de la production mondiale et 50% dans une bande côtière qui va de la Normandie à Amsterdam pour le lin. Donc cette filière aujourd'hui, elle a été très délaissée quand le polyester a pris la main. Aujourd'hui, elle revient un peu sur le devant de la scène pour l'intérêt qu'on porte aux matières naturelles. Et le post-Covid a mis un petit coup de boost à cette industrie puisqu'aujourd'hui, Safilin, qui est un des leaders français, réouvre une usine à Béthune dans le Pas-de-Calais. Donc pour fabriquer des tissus en lin, on a soit la filature au mouillé ou la filature au sec. Et bien, cette filature au mouillé, elle est en train de revenir en France alors qu'elle avait été exportée en Pologne pour des raisons de coût. Et aujourd'hui, cette usine va faire du tissu avec une filature au mouillé. Et on a rappelé des gens qui étaient à la retraite sur ces usines-là pour venir expliquer aux jeunes comment faire marcher les machines. Donc c'est quand même c'est très intéressant. Le chanvre, lui aussi, connaît un grand renouveau, notamment grâce à des coopératives comme Birgocop. Alors ça se passe principalement en Occitanie pour ce qui est du chanvre, parce que la terre est particulièrement propice à laisser pousser cette plante. Et il y a des grosses dynamiques de petites entreprises et d'entreprises de mode éthique qui utilisent aujourd'hui cette matière-là. Le lin et le chanvre, il faut savoir que les deux ont besoin de très peu d'eau d'irrigation et très peu d'intrants. Donc, vous en trouverez assez peu du lin labellisé GOTS, par exemple, parce que en fait, c'est quand même très compliqué et ça coûterait vraiment très cher, alors que naturellement, le lin a peu besoin de pesticides pour pousser. Ce sont des fibres qui sont très intéressantes parce qu'elles sont résistantes, absorbantes. On a beaucoup de linge de cuisine en lin parce que ça absorbe très bien l'eau. Et thermorégulatrices. On a un peu trop cantonné le lin à des vêtements d'été, alors qu'en fait, il est aussi très adapté aux vêtements d'hiver. En fait, il régule la température corporelle quand on le porte. Voilà. Ensuite, je vous parle d'une matière que je connais bien et que j'apprécie particulièrement parce que le département des Hautes-Alpes est plus peuplé de moutons que de personnes. Et puis, je suis une tricoteuse vraiment passionnée. Donc, c'est une matière vraiment extraordinaire, la laine. Elle pousse sur le dos d'une bête qui est quand même attachante, qui ne peut pas vivre si on ne la tond pas. Donc, la matière est à disposition. Il faut tondre un mouton à minimum une fois par an, 2 pour certaines brebis laitières, en principe au printemps. Donc, la laine, elle est récoltée sur le dos du mouton. Elle est donc tondue. Ensuite, elle est lavée, on élimine le soin, c'est une espèce de graisse qui reste sur la laine quand on la récupère sur le dos de la bête. C'est lavé entre 30 et 60 degrés. Ensuite, comme pour le coton, on enlève les poussières, les impuretés. C'est séché, puis mis en balle et envoyé dans des filatures. Là, la laine, elle est battue, aérée, elle est mélangée ou non à d'autres laines selon ce qu'on veut obtenir comme fil. Elle est comme pour le coton, on en fait des cardes, des nappes. Ensuite, elle est parallélisée, on en fait des longues fibres, et ensuite on la tisse ou on la tricote. Donc c'est une matière disponible. En France, il arrive encore que, notamment pendant le confinement, beaucoup d'éleveurs se sont retrouvés avec la laine de leurs moutons dont ils ne savaient pas quoi faire, qu'ils ont été obligés de brûler parce que plus personne ne venait la récupérer. La filière est relativement désorganisée, mais ça se remet en place. Mais la matière, elle est disponible.
C'est une matière qui a des propriétés thermiques très intéressantes. Si elle protège le mouton du froid, elle nous protège nous aussi quand on porte un pull en laine. Elle se salit peu. Il faut savoir qu'on lave assez peu un pull en laine. Il suffit de l'aérer pour qu'il reprenne. En fait, la fibre de laine a des capacités auto-nettoyantes. Elle est biodégradable, évidemment. Elle ne retient pas les odeurs et elle sèche rapidement. Je ne sais pas si vous avez déjà vu, il y a un renouveau pour les vêtements en mérinos, notamment pour la pratique des sports outdoor. C'est une matière vraiment très intéressante. Je vous conseille de faire l'expérience de porter un t-shirt en mérinos. Il n'y a pas d'odeur, on sèche très vite si on transpire. C'est vraiment très adapté. Alors certains vont me dire oui, mais ça coûte plus cher. Selon ce qu'on achète en t-shirt polyester des marques de grandes chaînes outdoor, c'est pas vrai. Et en plus, le mérinos a la propriété d'être d'une fibre très longue qui se tisse très fin et donc très agréable à porter. Alors, je vois aussi venir ceux qui vont me dire « oui, mais ça gratte ». Alors non, ça gratte pas. La plupart du temps, ça gratte pas. Et si ça gratte, c'est parce qu'en fait, on a oublié. Parce que depuis 30 ans, 40 ans, on ne porte que des matières synthétiques qui sont toutes douces. Mais en fait, au départ, on ne portait pas ces matières-là. Et on peut se réhabituer. Alors, certaines personnes vont me dire « oui, mais quand on est allergique, c'est différent ». Mais ça gratte pas. Par contre, la laine, elle demande un petit peu d'entretien parce que c'est quand même une matière fragile. Si vous avez des jolis pulls en laine, vous voyez qu'au bout d'un moment, ça bouloche. Donc, dans ces cas-là, on rase. Alors, effectivement, on perd un peu de matière, mais ça demande un petit peu d'entretien. Et les mythes, en général, s'en régalent. Mais il y a des moyens aussi tout à fait naturels de s'en prémunir. Voilà, je voulais faire ce point parce qu'il me semble très important de revenir sur les matières pour s'y intéresser, pour les comprendre, pour comprendre que derrière ces matières, il y a de la main-d'œuvre, il y a des gens, il y a des savoir-faire qui vont prendre soin de leurs troupeaux de moutons, qui vont prendre soin de leurs champs de coton ou de leurs champs de lin. Et je pense qu'on a beaucoup perdu cette notion de travail autour du textile parce qu'aujourd'hui, on ne le paye pas le vrai prix. Voilà. Alors là, on passe à la partie beaucoup moins drôle. Pour produire ces fibres, donc qu'elles soient naturelles, synthétiques, etc., donc on a dit il faut de la matière première et il faut des hommes et des savoir-faire. L'industrie textile, elle s'est construite sur une main-d'œuvre très peu chère et notamment sur l'esclavage. Il faut savoir que c'est comme ça qu'a commencé l'industrialisation dans le textile. La première filature, elle a ouvert en 1641 en Angleterre. Elle recevait des balles de coton qui étaient prélevées dans les champs de coton par les esclaves. Donc en fait, cette filature, elle s'est construite sur une matière première dont elle ne payait pas le coût de ramassage. La guerre de sécession a mis fin à la filière. L'Angleterre s'est tournée vers l'une de ses colonies, l'Inde, pour récupérer toujours du coton. Qu'elle en plus a poussé l'Inde à se développer et à devenir aujourd'hui un des plus gros producteurs de coton au monde. Mais aujourd'hui, ça n'en est pas fini. Vous avez certainement entendu parler des champs de coton en Ouzbékistan. Donc les travailleurs ouzbeks, quelle que soit leur profession, qu'ils soient un médecin, infirmier, instituteur, tout le monde, à la période de la récolte, était envoyé dans les champs pour ramasser. Ils n'étaient pas payés, bien sûr. C'est du travail forcé. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'entreprises, notamment américaines, qui ont fait un boycott de ce coton ouzbek. Et il y a beaucoup d'ONG qui se sont battues. Et l'OIT, donc l'Organisme international du travail, estime qu'en 2020, il y avait une baisse de 50% de travail forcé en Ouzbékistan, ce qui est quand même une très bonne nouvelle. Mais il reste quand même 50% de population forcée à aller travailler dans ces champs de coton. Donc, il y a des chances pour qu'un des t-shirts que vous portez ou un des vêtements que vous avez dans votre placard, le coton ait été ramassé par des travailleurs forcés de le faire. Aujourd'hui, j'imagine que vous n'avez pas pu non plus échapper à la population ouïghour qui est encore forcée par le système chinois pour travailler dans les usines qui fabriquent les marques Nike, Adidas, Zara. On parle d'esclavage moderne
Parce qu'en fait, s'il y a ce travail forcé, il y a aussi toutes les populations qui sont poussées par la faim dans leur pays pour aller travailler dans des usines où elles sont complètement exploitées. Donc ce n'est pas de l'esclavage au sens où les gens n'étaient pas payés, mais ils sont tellement peu payés, ils sont obligés de prendre ces métiers-là parce qu'ils n'ont rien d'autre pour manger, qu'on appelle ça l'esclavage moderne. Et l'industrie textile est vraiment très friand de ce type de salariat. Aujourd'hui, il ne faut pas cantonner ça à l'Asie ou aux pays d'Afrique. À Leicester, en Angleterre, il y a eu des usines qui ont été dénoncées, mais qui fonctionnent encore, avec du travail forcé. Donc c'est à la porte de chez nous. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de voir un documentaire qui a été diffusé sur France 2. Ça s'appelait « Le siècle des couturières ». Et ça montre à quel point l'industrie textile, comme l'industrie minière, a été vraiment à l'origine de luttes sociales depuis la fin du 19e siècle jusqu'à aujourd'hui. Donc l'industrie textile, elle exploite les travailleurs à des salaires très bas dans des pays qui sont aujourd'hui principalement situés en Asie et en Afrique pour produire et vendre et permettre aux marques de vendre des textiles à très bas coût. Alors il faut savoir que c'est majoritairement des femmes, il y a des hommes mais c'est principalement des femmes et des enfants. Qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui de l'esclavage moderne dans l'industrie textile ? C'est plus de 12 heures de travail par jour. C'est la plupart du temps du travail informel, donc pas de contrat de travail en CDI ou des CDD à rallonge parce qu'il faut répondre à des commandes urgentes. C'est le travail des enfants. C'est du travail sans sécurité sociale, sans retraite. Interdiction de se rejoindre en syndicat ou de faire des négociations collectives. Le harcèlement moral ou sexuel. C'est l'absence totale de conditions d'hygiène. Pour vous donner une ordre d'idée, il y a quelque temps, il y a des marques qui ont été incriminées parce que dans les usines où elles faisaient fabriquer, les femmes réglées devaient être forcées de prendre des pilules contraceptives pour les empêcher d'avoir leurs règles parce que quand elles ont leurs règles, elles sont moins productives. Ça va jusque-là. Le salaire minimum, il est fixé par les pays producteurs. Donc ce n'est pas un salaire vital, on y reviendra, c'est vraiment un salaire minimum. Pour vous donner un ordre d'idée, aujourd'hui, donc, c'est des chiffres qui datent de 2018. Le plus haut dans l'industrie textile qui était payé à un travailleur, c'était 304 €. C'était en Turquie, 304 € par mois. Et le salaire le plus bas, c'est en Éthiopie, qui est aujourd'hui vraiment une usine textile majeure, et c'est 23 €. Voilà. Et en sachant aussi que depuis le Covid est passé par là, il y a de très nombreuses marques qui n'ont pas payé leurs fournisseurs, donc qui n'ont pas payé les usines qui emploient ces gens à ces salaires-là. Et donc, les employeurs ont arrêté de payer les salariés. Dans des pays où on n'a déjà rien pour vivre. Il faut savoir que ces coûts de salaire très bas, c'est la condition pour nous vendre à nous des vêtements à très bas coût. C'est un système qui marche, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, sur la surproduction et sur la surconsommation. Le fait que nous, on achète beaucoup de vêtements. Mais bien sûr, si ça s'arrêtait juste à l'esclavage humain, mais non, l'industrie textile, elle fait aussi des ravages au niveau environnemental parce qu'elle a besoin de s'appuyer toujours sur des coûts très bas, donc elle va rogner sur toutes les règles environnementales. L'industrie textile pollue les sols, les rivières, parce qu'elle utilise énormément de pesticides pour faire pousser la matière première. Il faut savoir qu'il y a quasiment 90% du coton aujourd'hui qui est OGM parce que c'est une plante qui est très gourmande en pesticides parce qu'elle est très fragile et susceptible d'être attaquée par beaucoup de nuisibles différents. L'industrie textile est aussi responsable d'un stress hydrique énorme, notamment par exemple la mer d'Aral qui aujourd'hui fait 10% de sa capacité totale, tout simplement parce que l'Union soviétique à l'époque a décidé de faire dériver un des deux fleuves pour irriguer l'Ouzbékistan et le faire devenir le premier producteur mondial. Donc aujourd'hui, la mer d'Aral, non seulement elle est asséchée, mais en plus la salinité est tellement forte que tous les écosystèmes sont aujourd'hui épuisés et inexistants. Donc les gens qui vivaient autour, en plus, ne peuvent plus vivre ni de la pêche, ni de l'agriculture pour produire du coton.
Donc comme sur cette image, les usines aussi rejettent tous leurs déchets de chimiques dans l'eau, donc polluent les rivières. Aujourd'hui, 70% des cours d'eau de Chine sont pollués à cause notamment de l'industrie textile. Et on dit couramment qu'il est possible de connaître la couleur des nouvelles collections juste en regardant l'eau des rivières. Je vous invite, si jamais vous avez l'occasion, à regarder un film qui s'appelle River Blue de Mike Angelo, qui porte bien son nom. C'est vraiment, faut être en forme pour le regarder, mais voilà, si ça vous intéresse, c'est vraiment très, très parlant. Le lavage aussi, parce qu'il faut savoir que le tissu, notamment pendant l'ennoblissement, il est lavé maintes et maintes fois pour obtenir l'effet final, et ça nécessite énormément d'eau. Donc l'industrie textile épuise aussi les ressources en eau. Quand nous-mêmes on lave nos vêtements, je vous avais peut-être entendu parler des océans de plastique qu'on trouve aux quatre coins du globe. C'est en partie, pas seulement, mais des microfibres textiles. Alors, en plus, ce n'est pas seulement des microfibres plastiques, c'est aussi des microfibres de fibres naturelles. Mais chaque lavage en machine à laver rejette des fibres dans l'eau, ces eaux qui sont ensuite rejetées dans les océans. Il y a une obligation qui arrive avec la loi AGIEC. Là. À partir de 2023, tous les lave-linges seront équipés de filtres pour ces microparticules. Mais ça veut dire que seulement déjà à partir de 2023 et seulement sur les machines à laver qui seront fabriquées à partir de cette date-là et vendues. Donc on n'est pas, sorti de ce côté-là. Et c'est aussi une industrie très carbonée parce que tous les pays dans lesquels elle fait fabriquer, ce sont des pays qui utilisent principalement le charbon pour faire tourner leurs usines. Donc les émissions de gaz à effet de serre sont très élevées. Et je suis désolée d'en arriver là, mais c'est aussi une industrie qui nous empoisonne, nous, parce que toutes ces fibres qu'elle utilise aussi bien pour faire pousser le coton que pour teindre notre t-shirt, on le porte. Et il y a des études qui ont montré que les pesticides présents dans un t-shirt en coton ne disparaissent jamais. Donc, vous portez aussi tous les produits chimiques qui ont servi à fabriquer votre vêtement. Je vous donne un exemple concret pour vous dire que personne ne fait parfaitement. Quand on est arrivé dans les Hautes-Alpes, précipitamment, j'ai dû racheter un jean à mon petit garçon. Que j'ai fait la bêtise, ce que je fais jamais, de ne pas laver avant de lui mettre. Il a fait une très grosse allergie au sel de chrome. Le sel de chrome, c'est une matière chimique qui est utilisée dans le traitement du jean. Et ben, ça lui a valu une semaine sous corticoïdes parce qu'il s'est retrouvé avec des plaques partout. Voilà. Donc la mode, elle nous donne vraiment le tournis. J'espère que je vous ai pas trop... On observe, moi j'observe, et je ne suis pas la seule, une perte de sens énorme. Vous pouvez acheter des vêtements à 2 € neufs. Un vêtement à 2 € neufs, c'est pas possible. Et pour autant, en plus, la fabrication n'a pas été tant détériorée que ça. On va me dire, oui, mais c'est de moins bonne qualité. Alors, pour écrire mon livre, j'ai rencontré des acteurs de l'industrie textile et notamment de la mode éthique. Il y en a un qui m'a dit, mais moi, je vais en magasin de fast fashion et je vais acheter ces vêtements-là pour voir vraiment comment ils sont fabriqués. Et il m'en a montré certains. Et effectivement, la façon, donc la fabrication, la confection en usine, elle est pas si mauvaise et le tissu n'est pas mauvais non plus. C'est juste que nous, on le paye 2 €, donc on considère qu'il n'a plus de valeur à nos yeux. Vous êtes d'accord? C'est comme un service, quand c'est gratuit, on considère que ça n'a pas de valeur. Quand on paye un t-shirt 2 €, on se dit qu'on peut aussi bien le jeter demain, c'est pas grave, on l'a payé 2 €, ça vaut rien. Mais pour que nous, on achète un t-shirt à 2 €, vous imaginez bien qu'avec tout ce que je vous ai dit, c'est pas possible que les travailleurs tout au long de la chaîne soient rémunérés correctement. Depuis la fin des accords multifibres au début des années 2000, donc c'était des accords qui régulaient les importations en textile vers l'Europe, qui ont été complètement cassés. Ça a donné toute son ampleur à la fast fashion. Aujourd'hui, il faut savoir que dans les 50 premières fortunes mondiales, il y a des marques de vêtements. Inditex, Nike et Zara, Inditex, c'est le groupe qui possède Zara, fait partie des 50 premières fortunes mondiales dans le classement Forbes en vendant des vêtements, en vous vendant des vêtements à 5 €.
C'est aussi une industrie qui génère des progressions de chiffre d'affaires faramineuses. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de la marque Shine. Donc là, on parle carrément d'ultra fast fashion. C'est une des plus grosses progressions de chiffre d'affaires de ces dernières années. Ils sont apparus en 2008 et aujourd'hui, ils menacent des marques comme H&M ou Zara ou Inditex. Donc cette fast fashion, elle a vraiment entraîné une perte de sens et une perte de valeur tant sur la matière première qu'on a dévaluée que sur le travail aussi. Et elle a forcé notamment la France et l'Europe à délocaliser ces savoir-faire aujourd'hui. Enfin, il faut se rappeler que dans le milieu des années du XXe siècle, il y avait des usines textiles en France qui marchaient bien. Aujourd'hui, il n'y en a plus. Il y a certaines marques qui sont obligées de créer des écoles attenantes à leurs usines pour reformer des couturières. Je vous fais pareil une expérience personnelle. J'ai vendu pendant un petit moment des vêtements dans des salons de créateurs que je faisais moi. Je vendais une tunique toute simple en coton bio labellisée à 60 €. Ça ne payait pas, ça payait à peine la matière première et la fabrication. Aucune de mes charges, pas de salaire, rien. Donc, et pourtant, c'est le prix que ça vaut. Juste c'est le prix que ça devrait coûter. Mais c'est très difficile de faire comprendre aux gens de leur dire que ça vaut de payer une tunique à 60 € quand chez H&M ou chez Primark, on peut la trouver à 12 €. Et elle ne sera pas moins bien fabriquée. Alors le textile ne sera pas bio, mais elle ne sera pas moins bien fabriquée. Donc le problème, c'est qu'on a perdu toute la valeur jusqu'à la fabrication. Mais moi, j'ai l'impression, en tout cas quand je vous vois ici, que la prise de conscience, elle commence à émerger doucement. C'est une question qui, contrairement à l'alimentaire, sur lequel ça fait des années qu'on se pose la question de ce qu'on va mettre dans notre assiette et que l'agriculture biologique a pris son essor. Pour le textile, c'est encore très timide, mais petit à petit, ça arrive. Parce qu'il faut savoir que c'est possible de faire autrement. Depuis quelques années, on voit émerger la mode dite éthique. Alors moi, je me méfie un peu de ce mot qu'on trouve un peu galvaudé aujourd'hui. Donc je vous redonne la définition exacte de ce qu'est l'éthique. C'est l'art de diriger sa conduite selon la théorie de l'action humaine en tant qu'elle est soumise au devoir et a pour but le bien. Ça, c'est la définition du petit Robert. Si on l'applique à la mode éthique, pour qu'un vêtement soit éthique, il faudrait qu'il soit soutenable pour la planète, respectueux de l'homme. Il faudrait qu'il soit éco-conçu, donc on réfléchisse à dans quelle matière il va être fabriqué, qui va le fabriquer, sur quelle machine, etc. Donc il faudrait que ce soit dans des matières labellisées, on en parlera tout à l'heure. Il faudrait que ce soit traçable, c'est-à-dire que le consommateur il sache exactement où ça a été fabriqué, par qui, comment, combien de kilomètres ça a fait, etc. Si possible local, on voit bien qu'aujourd'hui un vêtement fabriqué en France c'est très très compliqué, il y en a très peu. Et il faudrait qu'il soit produit en quantité raisonnable pour ne pas tomber dans la surconsommation et la surproduction. Aujourd'hui, il y a des marques qui créent et qui s'engagent à respecter ces critères-là, mais elles sont complètement défavorisées par un système qui valorise, je ne sais pas si vous avez entendu déjà l'expression de primo-vice et de dumping social. Donc pour vous faire un petit rappel, la primo-vice, ce sont les externalités négatives, donc tout ce qui est pollution des sols, pollution de l'air, etc., que les entreprises, elles délocalisent ces externalités négatives pour ne pas être impactées par leurs coûts. Donc c'est facile, les choses polluantes, je vais les faire chez le voisin. Quant au dumping social, là, c'est carrément des pays ou des entreprises qui ont des lois ou des réglementations qui sont bien moins contraignantes et qui en tirent un avantage économique et compétitif. Alors, on peut quand même doucement rigoler quand même parce que dans ces pays d'Asie, les usines et je ne pense pas que les salariés au Bangladesh considèrent qu'ils sont très favorisés par ce système-là. Mais en tout cas, les entreprises françaises et européennes et américaines utilisent le dumping social pour faire baisser les coûts. Et tant que les grandes marques
auront un avantage compétitif à mal faire, le jeu ne pourra pas être égal. Il faut maintenant des lois et des réglementations pour obliger les entreprises à mieux faire. Il faut les contraindre. Je fais souvent l'analogie avec l'alimentation biologique. Si on internalisait tous les coûts de pollution des sols, de maladies dans nos organismes à l'aliment conventionnel, eh ben, peut-être qu'on paierait notre agriculture biologique moins cher qu'un aliment conventionnel. C'est la même chose pour le textile. Mais on voit bien qu'il y a une limite à tout ça. Et moi, je dis souvent, c'est bien d'être consommateur. C'est formidable que vous soyez ici et que vous vous intéressiez au sujet. Mais tout ne doit pas reposer sur le consommateur. Parce que c'est très culpabilisant d'une part, parce qu'on se dit que le jour où on ne va pas acheter bio, ben, j'ai mal fait. Non, c'est juste qu'on fait comme ça ce jour-là. Et puis, il faut avoir quand même aujourd'hui, il faut avoir les moyens d'aller vers la mode éthique, qui est plus chère que la mode classique. Et donc, pour que ce jeu il soit plus égal, il faut des lois pour obliger les entreprises à réintégrer tous ces coûts dans leur prix final. Aujourd'hui, les lignes bougent un petit peu. Je vous donne l'exemple d'une résolution qui a été votée au Parlement européen au début de l'été, notamment pour interdire l'importation de vêtements fabriqués par les Ouïghours en Europe. Donc ça commence à bouger, mais ça bouge très timidement, parce qu'il y a tellement d'enjeux derrière et tellement de sous pour les grandes marques qu'elles ne vont pas aller d'elles-mêmes se contraindre. Il ne faut pas rêver. De la même manière, il y a quand même eu des avancées pour les droits des travailleurs, notamment suite à l'effondrement du Rana Plaza en 2013. Vous avez certainement entendu parler. C'est un immeuble qui avait plusieurs étages d'ateliers de fabrication textile qui s'est effondré. Et ça a fait 1138 morts. D'accord, des femmes, des enfants, des hommes qui travaillaient pour fabriquer les vêtements qui sont vendus dans les magasins en France, en Europe. À la suite de cet effondrement, il y a quand même eu une petite prise de conscience. Il y a eu une loi qui s'appelle la loi sur le devoir de vigilance qui a été votée. Aujourd'hui, il y a un projet de transposition au niveau européen. Cette loi, elle oblige désormais les entreprises, elles sont désormais responsables des salariés des usines dans lesquelles elles font fabriquer. C'est-à-dire que si elles font fabriquer au Bangladesh dans cette usine-là, eh bien elles ont une responsabilité vis-à-vis du salarié et non plus juste dans le pays dans lequel elles ont le siège social de leur entreprise. Donc ça, c'était une avancée. On a été les premiers en France au niveau européen à avoir cette loi, et aujourd'hui, donc, ce projet de transposition au niveau européen fait beaucoup débat, et j'espère qu'elle ne sera pas moins disante à l'issue de cette transposition. Dans la même idée, je vous parle d'une campagne qui existe en ce moment, qui est menée par une ONG. La campagne s'appelle donc Good Clothes Fair Pay. C'est pour obliger, donc c'est une loi qui serait européenne, pour obliger les entreprises à verser un salaire vital et non pas minimum. C'est-à-dire qu'un salaire vital, c'est un salaire qui nous permet de vivre, alors qu'un salaire minimum, il nous permet de survivre. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, en plus, le salaire minimum, il est fixé par les pays dans lesquels se situe l'usine. Donc souvent, c'est avec des niveaux de vie qui sont très bas, donc des salaires très bas. Donc là, si vous avez l'occasion d'aller sur le site, il y a une pétition qui a pour objectif d'atteindre, je ne sais plus combien, au moins 1 million de signatures, afin de faire pression sur le Parlement européen pour faire changer cette loi. Donc un salaire vital plutôt qu'un salaire minimum. Tout ça, ça m'amène à vous dire qu'en fait, il y a beaucoup de marques éthiques aujourd'hui qui vont vous dire qu'il faut que la mode s'attache à respecter les objectifs du développement durable fixés par l'ONU. Alors, je vous les ai remis ici parce qu'il me semble, en fait, ils sont très parlants. Et je trouve qu'on n'y revient pas assez, mais si on regarde juste ces objectifs-là, on se dit, mais en fait, c'est la base.
Bah oui, mais c'est la base chez nous, mais c'est loin d'être la base dans beaucoup de pays du monde et dans beaucoup de pays dans lesquels sont fabriquées l'industrie textile. Je vous laisse 1 minute prendre connaissance. On voit bien que le premier, quand même, c'est pas de pauvreté. Alors qu'aujourd'hui, l'industrie textile, elle est principalement fabriquée dans des pays où il y a tellement de pauvreté que les gens sont obligés d'aller travailler dans ces usines. Alors, cette image, elle me fait rire parce que je suis de cette génération, mais elle résume tellement bien. En fait, on a trop de vêtements dans nos placards. Donc, pour qu'une mode, elle soit durable, il faut d'abord qu'on arrête de produire. Il faut arrêter de surproduire. C'est le problème majeur de l'industrie textile. Je vous rappelle, en moyenne, Zara, c'est 24... J'ai rien contre Zara particulièrement, mais c'est facile, tout le monde connaît. C'est 24 collections par an. C'est 300 000 nouveaux produits. 300 000 nouveaux vêtements. C'est pas 300 000 pièces. C'est 300 000 nouveaux vêtements par an dans les magasins. D'accord ? Et justement, ce système est basé sur cette rareté, c'est-à-dire que vous allez voir un vêtement dans un magasin de fast fashion. En fait, il ne va pas durer longtemps, donc on va se dire il faut que je l'achète parce qu'après, il ne sera plus là. Ils sont malins. Et justement, tout ça, c'est pour nous faire surconsommer. Donc ça, c'est le deuxième problème majeur de l'industrie textile. En France, en 2021, juste pour vous donner quand même un petit chiffre, on a consommé en 2021, donc post-pandémie, on était encore un peu dans la pandémie. 2,5 milliards de vêtements ont été achetés, juste en France. On est 60 millions, il y a 2,5 milliards de vêtements qui ont été achetés. Si les vêtements coûtaient le prix juste, ils seraient chers, on en achèterait moins. Il faut des vêtements qui bénéficient, ça c'est aussi un des objectifs de la loi GIEC, d'une analyse de cycle de vie. C'est-à-dire que, pour vous rappeler ce que c'est l'analyse de cycle de vie, ou ACV, on voit souvent l'acronyme, c'est le fait d'intégrer des critères environnementaux tout au long du processus de fabrication du produit et aussi pendant son cycle de vie et son réemploi. Il faut une production avec des matières à faible impact environnemental, donc si possible naturelles, labellisées et traçables. Il faut une production qui soit respectueuse des travailleurs et respectueuse des ressources naturelles. Tout ça, c'est les objectifs d'une mode durable. Alors vous allez me dire, ok, c'est bien beau là, mais comment je fais concrètement pour acheter mes vêtements ? Alors déjà, c'est là que les labels rentrent en jeu. Donc, j'ai assisté à la fin de la conférence de l'autrice précédente. C'est comme pour l'alimentaire, comme pour les plantes. Il y a énormément de labels. Le plus dur, c'est de s'y retrouver, de connaître leur champ d'action. Je ne vais pas tous vous les exposer. Ils sont résumés dans mon livre et également sur un document qui est en ligne sur le site de Terre Vivante. Je vous parlerai principalement du label GOTS. Donc, c'est le petit t-shirt vert. C'est le plus exigeant aujourd'hui parce que c'est celui, donc GOTS, c'est Global Organic Textile Standard. Il a été fondé par plusieurs associations internationales du textile, japonaises, anglaises, américaines et allemandes. Et c'est celui qui prend en compte le plus de critères pour vous assurer que vous achetez un coton, parce que son champ d'action, c'est uniquement le coton, qui sera à la fois bio, correctement, il aura poussé dans des champs sans pesticides, sans OGM, sans intrants. Les travailleurs ils auront bénéficié des règles de l'OIT, donc c'est des règles minimales de salaire, de protection sociale, etc. Mais il a le mérite d'exister et d'être très exigeant et d'avoir un panel de critères assez important. Alors moi, j'ai pour habitude de dire que le label, ça ne doit pas être une fin en soi, c'est une aide à l'achat. Ça permet d'exclure éventuellement un t-shirt qui ne sera pas labellisé. Mais dans l'idéal, il faudrait qu'un vêtement il soit à la fois label GOTS, par exemple pour un vêtement en coton, donc labellisé GOTS, mais il faudrait aussi qu'il soit fair trade, c'est-à-dire qu'il garantisse un commerce équitable et que tous les travailleurs de la chaîne soient payés équitablement. Donc je vous invite voilà, il y a un panel
très important de label. Une fois encore, je ne vais pas y revenir parce que ça peut être vraiment assez ennuyeux. Je m'arrêterai juste sur un qui n'en est pas vraiment mais qui est important, c'est le label REACH en bas à gauche. Alors lui, il a été créé par l'Union européenne et c'est plus pour garantir, en fait, il recense tous les produits chimiques qui sont utilisés, pas seulement dans l'industrie textile, et il indique un degré de dangerosité, tant pour sanitaire que pour l'environnement. Donc ces labels, ils sont indispensables, mais ils ne sont pas le seul critère qu'on doit utiliser pour acheter, parce que certains, je ne l'ai pas mis ici, mais vous en avez peut-être entendu parler, par exemple, c'est le label BCI. Il y a eu un reportage d'Élise Lucet dans Cache Investigation qui a descendu en flèche ce label, qui en fait a été créé de toutes pièces par une organisation de marques pour vendre un coton, mais qui était fabriqué dans des conditions catastrophiques et qui en plus ont incité des producteurs notamment indiens à passer de l'agriculture bio à ce label BCI qui était plus facile à obtenir. Tout ça, ça m'amène à vous parler d'un problème très important qui touche pas seulement l'industrie textile, c'est le greenwashing. Voilà, je m'attaque pas seulement à Zara, là c'est H&M. Le greenwashing, on appelle ça aussi l'éco-blanchiment en français. Donc, il utilise un panel de techniques pour nous laver le cerveau. Donc, c'est un champ lexical qui va être vert, un packaging, des outils de communication, des labels créés sur mesure ou des certifications pour vendre un produit et le faire passer pour ce qu'il n'est pas. Barbara Pompili, l'ancienne ministre de l'Environnement, disait faire passer des vessies pour des lanternes. Il apporte clairement de la confusion chez le consommateur, c'est ce qui est recherché, et il brouille le message qui est porté aussi par les petites marques très engagées qui, elles, ont des labels très exigeants, notamment. Donc, comment on fait pour repérer du greenwashing sur une étiquette ? Tout simplement, déjà, on regarde la composition des fibres. En quelles fibres elles sont fabriquées ? On regarde où est-ce que c'est fabriqué et si ça fait mention de un ou plusieurs labels. Et j'essaye aussi de remarquer le greenwashing dans la démarche globale de la marque. Donc là, pour ça, il faut se questionner sur la marque elle-même. Nike, H&M, Adidas, qui font des collections conscious comme H&M, c'est du greenwashing. C'est-à-dire que pour un produit où elles vont utiliser du textile biologique, elles auront, comme Zara, 200 000 autres produits qui ne seront pas bio. Donc ça ne peut pas être des marques engagées. C'est pas possible. Elles font ça juste pour vous attirer et vous dire « Ah, mais j'ai acheté un t-shirt H&M bio. » Bah non, je suis désolée, mais ça, c'est du greenwashing. Parce qu'aussi, le prix doit nous donner une bonne indication. Si on achète un t-shirt bio à 5 €, c'est pas possible. Alors, il sera peut-être bio, mais dans quelles conditions, on ne sait pas. Et ce n'est pas possible que ce soit vraiment éthique. Il faut bien savoir que les mots responsable, éco-conçu et durable, ils sont encadrés. Leur usage est encadré par la DGCCRF. Donc, s'ils sont utilisés pour vous vendre ce produit, ça veut dire que la marque doit pouvoir vous prouver pourquoi elle les utilise. Quand on s'attaque au greenwashing, on remet en jeu pas seulement le produit en lui-même, il faut aller au-delà et remettre en jeu tout le modèle et la marque. Et il ne faut pas hésiter en tant que consommateur à les interpeller. Chez Decathlon, ils vendent, je sais pas, ils vendent un jogging en coton bio. On va les voir, on leur dit pourquoi il n'y en a qu'un ? Pourquoi il n'y a pas de label ? Votre coton bio, il vient d'où ? Parce que plus on va les interroger, plus ils vont se sentir aussi obligés et interpellés pour réagir. Alors, je cite Decathlon, mais Decathlon est assez engagé dans la démarche, en tout cas. Voilà, concrètement, pour passer à la sobriété vestimentaire, vous allez en magasin. Les questions à se poser, c'est déjà, est-ce que j'en ai vraiment besoin ? Moi, je dis souvent que le vêtement le plus éthique, c'est celui qu'on a déjà dans notre placard, celui qu'on n'a pas besoin d'acheter. Si j'ai besoin d'acheter, donc j'essaie d'acheter une pièce en matière naturelle, de bonne qualité, si possible en se disant qu'on ne va pas s'en lasser dans 3 mois.
Donc je lis l'étiquette, comme je vous l'ai dit. Alors il y a bientôt une étiquette environnementale qui va apparaître, un petit peu à l'image du Nutri-Score alimentaire que vous pouvez trouver déjà sur certaines marques de gâteaux, par exemple, A, B, C, D, E. Donc ça va arriver pour le textile, mais ça fait l'objet aujourd'hui de débats très importants et d'une petite guerre entre les ONG et les instances gouvernementales. Parce qu'aujourd'hui, tel que le calcul de l'étiquette est fait, ça veut dire qu'un t-shirt d'une marque de fast fashion en coton bio, il pourra avoir une meilleure note qu'un t-shirt de marque éthique qui est juste labellisé au Cotex, par exemple. Donc, ils sont en train de pousser pour que justement l'étiquette, elle ne s'attache pas seulement au produit en lui-même, mais à l'ensemble de l'entreprise. Et ça devrait apparaître en janvier 2023. Petit à petit, il n'y a pas d'obligation pour l'instant, c'est juste le volontariat des marques. On essaye aussi d'acheter une marque, si possible, engagée. J'ai vu sur le salon qu'il y avait pas mal de textiles éthiques. Donc là, c'est l'occasion d'aller discuter avec les petites marques, de voir comment elles travaillent, comment elles s'approvisionnent, etc. Et il y a beaucoup de sites internet qui recensent des marques éthiques. Les sources sont disponibles sur mon livre et je pourrais vous en donner quelques-unes également. J'essaye d'acheter ce qui est fabriqué en Europe. Alors attention, le label Made in France, il peut être parfois apposé sur des vêtements où il y a juste les boutons qui sont cousus en France et ça permet d'apposer le label. Donc c'est aussi à faire avec... voilà, il ne faut pas hésiter. Ok, vous voulez acheter un t-shirt, c'est écrit Made in France. Vous mettez un message à la marque, dire alors quel est votre périmètre de fabriquer en France. J'essaye d'acheter de seconde main. Alors là, je suis assez méfiante aussi sur la seconde main. Vous avez tous entendu parler de Vinted. En fait, c'est un petit peu l'effet rebond. C'est-à-dire qu'on se dit qu'on peut aller acheter de seconde main. Du coup, on achète. Et puis, on achète. Et en fait, on retrouve à acheter plus parce que c'est de seconde main que ce dont on a besoin. Donc, on va vers la seconde main, vers le Bon Coin, vers Vinted, si on sait vraiment ce qu'on cherche, pas juste pour acheter. On lave moins souvent ses vêtements. On n'a pas besoin de les laver. Alors évidemment, les sous-vêtements, bien sûr, mais un t-shirt, comme je vous disais tout à l'heure, en mérinos, un pull, on ne le lave pas toutes les semaines. Un jean, s'il est de très bonne qualité, on le met au congélateur. Ça enlève les bactéries et vous le ressortez. Vous n'avez pas besoin de le laver parce que plus vous allez laver votre jean, plus il va s'user. Et on porte le plus longtemps possible ses vêtements. Aujourd'hui, si on portait ne serait-ce que 3 mois de plus ces vêtements, on réduirait de 44% les émissions de gaz à effet de serre. Donc c'est énorme. Donc juste porter plus longtemps ces vêtements. On répare si on sait faire, si c'est abîmé, ou on fait réparer. Et on essaye de transformer la pièce si vraiment on ne peut plus la mettre. Pour conclure, je dirais que personne n'est parfait. Vous voyez, moi tout à l'heure, je vous parlais d'un jean que j'ai acheté et c'était dans une marque, alors pas premier prix, mais c'était pas bio. Ça nous arrive à tous, on veut faire plaisir à quelqu'un. Moi j'ai un ado, il veut un beau pull et il n'est pas labellisé comme j'aimerais. Voilà, ça arrive, c'est pas grave. On est tous perfectibles et l'important c'est de se poser la question, déjà c'est énorme. On se documente donc, on essaye de porter le plus longtemps et parce qu'en fait, moins on va acheter, moins on va rentrer dans le jeu de ces marques de fast fashion. Mais il faut bien avoir conscience, comme je vous le dis depuis tout à l'heure, c'est pas nous, en tant que consommateurs, on a du pouvoir, mais on n'a pas tout le pouvoir. Donc il faut que les lois changent et pour ça, il ne faut pas hésiter à interpeller son député, à interpeller les acteurs locaux, à mettre des messages aux grandes marques pour essayer de faire changer les choses au niveau des lois. On n'a plus d'autre choix aujourd'hui. Ça fait très longtemps qu'on se pose ces questions environnementales à la maison et en famille, mais je crois qu'aujourd'hui, après l'été qu'on vient de passer et la pandémie, on n'a plus d'autre choix que d'aller vers cette sobriété vestimentaire. Et moi, je trouve que ça peut apporter plein de belles choses de se dire ok, j'achète moins, mais j'achète des belles pièces que je vais porter longtemps. C'est peut-être un peu plus cher, mais au final, si on en achète moins, on s'y retrouve tout à fait. Voilà. J'ai terminé. Je vous remercie d'avoir écouté et de vous être intéressé à cette question.
Alors, je suis sûre qu'il y a quelques aspects qui n'ont pas été développés ou que vous aimeriez creuser. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions à Émilie. Vous l'avez sous la main. Peut-être un conseil couture, non? Je sais qu'il y en a qui cousent dans la salle. Oui, je voudrais juste revenir là sur... vous disiez que c'était les 3 mois de plus. Si on portait nos vêtements 3 mois de plus, ça réduirait de combien les gaz à effet de serre? 44%. Ah ouais, c'est pas mal. Merci. Je vous sens abattue. Il y a un magasin de vêtements qui se met à la place. Et on a pléthore de magasins de vêtements. Qu'est-ce qu'ils vendent et vendent-ils vraiment? Ah bah, croyez-moi que s'ils sont là, c'est pas parce qu'ils perdent de l'argent. Hein. Ah bah oui, oui. Oui. Non, il y a peu de chances pour qu'ils qu'ils perdent de l'argent à être présents. Bonjour. Bonjour. Et est-ce que dans une plus petite ville comme la vôtre où vous habitez maintenant, il y a moins cet effet de consommation de vêtements qu'on peut remarquer en ville? Parce qu'en ville, on fait peut-être plus attention à tout ça. Alors, malheureusement, je vais vous répondre que non, parce que si on n'a pas effectivement à Gap, on a très peu de marques de fast fashion, on en a quelques-unes, hein, bien sûr, et ben les gens ils vont à plan de campagne à Aix. Donc non. Et pour l'instant, les habitudes, je les vois changer, mais très doucement, et chez une certaine partie de la population qui s'intéresse aux questions environnementales depuis un petit moment. Bonjour. Merci pour cet exposé très intéressant. Je voulais vous demander, en France, moi j'avais la notion que l'industrie textile, c'était le Nord, Lille, Oui. Roubaix, Tourcoing, la Redoute, tout ça. Oui. Est-ce que, toutes ces usines ont fermé, hein, j'imagine, Oui. Est-ce qu'il y a une reprise de l'industrie textile dans ce secteur qui était traditionnellement dédié à cette industrie-là, enfin, c'était l'usine de vêtements de la France, quoi, Oui. autrefois. Alors, il y a un renouveau, et d'autant plus que là-haut s'est installé tout un réseau d'associations, notamment Fashion Green Hub, qui est un gros réseau qui réunit des acteurs du textile et qui s'est installé dans les anciennes usines de Roubaix. Et ils ont élaboré un centre de recherche, et ils ont une école pour former les modélistes. Donc oui, il y a un vrai renouveau. Après, il n'y a pas encore un renouveau de vraies usines de fabrication textile. C'est très anecdotique encore, et ça ne sera pas simplement sur le nord de la France. Par exemple, en Isère, on a quand même 1083, qui est un acteur aujourd'hui majeur de la mode éthique, et qui n'est pas du tout loin, qui est à Romans, et qui a réussi à remonter une usine de fabrication de jeans. Donc ça repart, mais c'est assez lent. Merci. Je vous en prie. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Bonjour. Bonjour. Moi j'ai une petite question. Là on parle beaucoup de vêtements du coup déjà faits. Et où trouver des tissus pour les coudre Oui. qui soient aussi dans cette Alors, recherche-là. je cite des sources, je vous ai même pas mis la dernière diapo, pardon. Je cite des sources dans le livre, effectivement, parce que moi, je me fabrique tous mes vêtements, parce que je porte aujourd'hui, c'est moi qui les couds. Et le début de ma reconversion vers le textile biologique vient de là, parce que je cherchais de la matière première. Aujourd'hui, il y a beaucoup de marques en France, et il y a des marques qui ont été vraiment pionnières. Je pense notamment à Amandine Chat-Dessolier, qui a, avec les usines de Charlieu, donc dans la Loire, a recréé la première chaîne de textile GOTS en France.
Donc il y a pas mal de marques de designers textiles qui font fabriquer en France, et il y a aussi beaucoup de petits sites internet et de revendeurs qui se mettent à vendre du textile éthique. Alors j'ai envie aussi de vous dire que je sais qu'à Mondial Tissu, on trouve de plus en plus de tissus bio. Donc là, une fois encore, l'intérêt d'acheter du textile directement, enfin pas vraiment des rouleaux de tissu, c'est qu'il sera labellisé GOTS. Vous pouvez l'acheter chez Mondial Tissu. Alors ça sera toujours mieux de l'acheter chez un site plus engagé, mais en l'occurrence, au moins vous avez de la matière première qui est complètement labellisée. Donc on en trouve de plus en plus et ça prend vraiment de l'essor. Après, je sais aussi qu'avec la crise énergétique à laquelle on fait face, il y a plusieurs sites qui sont en difficulté parce que forcément, ils ont des prix qui sont plus chers et quand il s'agit de réduire soi-même ses achats, eh bien, on rogne sur ce genre de choses. Donc voilà, je vous encourage, si vous voulez acheter du textile éthique, je pense notamment à Filétique, à plein de petits sites que je pourrais vous indiquer, qui vendent du textile bio, qui savent exactement où il est fabriqué, dans quelles conditions, qui sont vraiment très engagés et qui le font depuis de nombreuses années. Parce qu'on a un peu l'impression que c'est nouveau, mais en fait, il y a des marques, des sites, ça fait 10 ans qu'ils vendent du textile bio en France. Moi, j'avais un petit peu la même question par rapport à la laine. Oui. Parce qu'effectivement, on se dit, j'ai envie de me procurer la laine du petit mouton d'à côté, mais c'est pas si simple. Comment on fait ? Eh bien, il y a de la laine labellisée GOTS. Alors après, la laine, c'est comme le tissu, c'est quand même la matière première. Elle sera plus facilement, on peut trouver plus facilement chez des petits producteurs qui font ça, pas forcément labellisés, mais qui auront des façons de faire vertueuses. Et il y a des magasins qui revendent ces laines-là. Je pense à Grenoble, vous avez l'Anaé qui vend des laines très engagées, qui sait exactement comment elles sont fabriquées, d'où elles viennent. Donc je vous engage à vous rapprocher des petites boutiques qui sont eux aussi des artisans à leur manière. Je sais que là, il y a plusieurs personnes qui vendent de la laine aussi, à aller les questionner, à regarder leurs matières premières. Mais c'est pareil, la laine, vous trouvez de tout. Hein. Si vous allez chez Fil d'Art et que vous achetez une pelote classique, elle aura les défauts de son prix. Est-ce qu'il y a encore d'autres petites questions ? Sinon, je vous invite à... Ah, il y a encore une question là-bas, on a le temps. Et ensuite, Émilie sera sur le stand Terre Vivante, donc juste à la sortie de cette salle de conférence pour vous rencontrer, discuter, vous présenter plus longuement son livre, etc. Oui, j'avais une petite question sur ce dont vous avez parlé, là, sur la collecte de laine, qui était une filière qui n'était pas forcément, vous avez dit, ultra organisée et tout. Vous parliez, c'était uniquement sur le cas, on va dire, métropolitain français, ou c'était plutôt global en Europe et puis c'était pour savoir un peu c'était quoi les sources de moindre organisation, on va dire. En fait, la filière laine et le ramassage a été donc très désorganisé pendant le confinement, mais il y a quand même pas mal d'agriculteurs aussi aujourd'hui qui revendent juste leur laine sur le marché international. Donc des camions viennent la récupérer et c'est envoyé en Chine et c'est utilisé pour fabriquer tous les vêtements en laine qu'on trouve dans le commerce. Mais aujourd'hui, par exemple, pour vous citer Laine Paysanne, que j'interviewe dans mon livre, qui est un acteur vraiment majeur sur la mode éthique et sur la laine en France, aujourd'hui, ils ont été, au printemps, ils ont eu une grosse déconvenue, c'est-à-dire que l'entreprise qui lavait leur laine, devant les difficultés financières, a été obligée de mettre la clé sous la porte. Aujourd'hui, leur laine, ils sont obligés de l'envoyer en Espagne pour la faire laver. Donc voilà, c'est toutes certaines étapes de la filière laine qui sont tellement désorganisées qu'aujourd'hui, ceux qui veulent essayer de faire bien en local n'ont pas les moyens. Il faut savoir qu'aujourd'hui, en France, on n'a qu'une très grosse filature, c'est Fonti dans la Creuse. Sinon, c'est envoyé à Biel en Italie. Donc voilà, étant donné que pendant des années, ça a été délaissé complètement, il n'y a plus les unités industrielles qui correspondent et il faut du temps pour tout remettre en place. Voilà, j'espère avoir répondu à votre question. Une dernière question rapidement, madame, là-bas. Et ensuite, je vous invite à rejoindre Émilie sur le stand de Terre Vivante. Moi, je voulais savoir, qu'est-ce que vous pensez de ces containers où on nous invite à mettre des vêtements qui, après, ont une deuxième vie ? Moi, j'ai entendu que ce n'est pas si simple et que... Je vous remercie de poser la question parce que je ne l'ai pas abordée. Il y a plein de choses que je n'ai pas abordées, mais et je me demandais si quelqu'un allait me poser la question.
Alors, je vous dirais qu'en fait, il faut savoir que quand vous mettez dans la benne, c'est récolté par un organisme, tout est organisé par un organisme qui s'appelle Refashion, anciennement Eco-TLC. En fait, c'est juste les marques qui se sont rassemblées pour organiser la collecte. C'est-à-dire qu'en fait, d'un côté, elles vous poussent à acheter et après, elles vous mettent des bennes pour donner ce dont vous ne voulez plus. Donc, en fait, ce n'est pas une solution. Il faut essayer de jeter le moins possible. Et effectivement, aujourd'hui, de mettre des vêtements, et on en met, j'avais le chiffre, je ne l'ai plus en tête, je crois que c'est 4000 tonnes par an, c'est monstrueux. Ce n'est pas une solution de les mettre dans ces bennes-là, mais aujourd'hui, en plus, on ne sait pas recycler le textile, très mal. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs expérimentations pour essayer de fabriquer des nouvelles fibres avec des vêtements recyclés. En fait, c'est des fibres de très mauvaise qualité. Alors, on en fait du combustible qu'on brûle après, mais qui est pareil, un peu décrié. On en fait aussi, c'est Emmaüs qui avait monté une chaîne, on en fait de l'isolant. Mais c'est vraiment c'est très anecdotique et aujourd'hui, on ne sait pas recycler un vêtement et ça demande beaucoup de moyens parce qu'un t-shirt, ça va être simple, mais un manteau, il y a des fermetures éclairs, il y a des boutons, il y a tout un tas de merceries qui demandent du temps à être enlevées avant d'arriver juste à obtenir une fibre. Donc, mettre à la benne, si possible, le moins possible. C'est pour ça que c'est intéressant de réparer. Alors, j'exclus juste quand même, alors pas de mettre à la benne, mais notamment pour les enfants. Là, la seconde main a un intérêt parce qu'ils grandissent vite. Souvent, ils ont quand même, jusqu'à un certain âge, ils n'ont pas le temps d'abîmer. Donc là, c'est intéressant de revendre ou de donner parce que ça va tourner. Mais nous, si possible, de jeter le moins possible parce qu'en fait, la plupart du temps, vous avez peut-être vu ce documentaire aussi sur France 2, en fait, c'est envoyé en Afrique. Ils ne savent pas quoi en faire parce qu'ils en ont trop, donc c'est dans des décharges à ciel ouvert et ça pollue les sols, ça pollue tout. Ou en Amérique du Sud, où là, c'est des décharges pareilles à ciel ouvert qui font des dizaines et des centaines de mètres de hauteur de vêtements qu'on ne veut plus. Donc une fois de plus, on met nos déchets ailleurs et voilà. Donc ce n'est pas une solution, la benne, et si on peut éviter d'avoir à donner ses vêtements, c'est mieux. Je crois qu'on peut remercier Émilie pour toutes ces réponses. Et puis, rendez-vous à 17h pour la prochaine conférence.